Bien, bonjour. Donc, je vais vous présenter un travail qui a été réalisé au sein de l'université de Caen, au sein du laboratoire ABTE. Donc, un travail qui a été réalisé par Boris Misry, Marina Crétonnet et moi-même. Alors, on s'est intéressé donc à la dynamique des populations microbiennes dans les cidres de distillation. Et je vais vous présenter un petit peu la démarche qu'on a adoptée pour suivre cette dynamique. Donc, on a procédé à une première campagne d'échantillonnage chez 4 producteurs. Et on a sélectionné chez ces producteurs 6 cuves. Donc, on a intitulé A, B, C1, C2, puisqu'on avait 2 cuves chez certains producteurs, et D1, D2. Et on a procédé donc à des prélèvements hebdomadaires d'1 litre donc, de mou par semaine. Et on s'est intéressé à des points particuliers qu'on a appelés initiation de la fermentation, donc le point où on voyait que la fermentation démarrait. Ensuite, un point de fin de fermentation alcoolique et un point qu'on a appelé fin de maturation qui correspondait en fait à la fin de la fermentation malolactique. Alors, sur ces différents échantillons, on a procédé donc à des analyses physico-chimiques à T0. On a suivi 15 paramètres, dont la densité, les sucres, l'alcool. Donc ça, ce sont des paramètres qui ont été analysés et suivis en partenariat avec le LabEO. Et puis, à ces 3 points particuliers, donc l'initiation de la fermentation, la fin de la fermentation alcoolique et la fin de la maturation, on a développé une approche de métagénétique de façon à avoir une idée de la flore microbienne qui était présente, donc d'un point de vue qualitatif. Donc ça consiste à faire une extraction de l'ADN. On a fait un séquençage alors de régions spécifiques qui ciblent spécifiquement les bactéries ou qui ciblent les levures, les moisissures. Et puis ensuite, donc, ça nécessite un traitement informatique de ces séquences et ça nous permet d'assigner les séquences à des genres, voire des espèces microbiennes ou levuriennes. Donc la première campagne, elle a été initiée en 2017, entre octobre et novembre. On a des durées de fermentation alcoolique qui sont assez homogènes, entre 7 à 9 semaines, des durées de maturation qui sont un petit peu différentes, puisqu'on a des maturations qui se font rapidement et plus lentement chez d'autres. Et puis on avait également une grande disparité dans les tailles des cuves chez les producteurs, puisqu'on a des cuves qui sont de 60 hectolitres jusqu'à 7500 hectolitres. Et puis bon, évidemment, ce sont des producteurs qui étaient localisés en Normandie, dans les 3 départements de l'ancienne Basse-Normandie. Alors, bon, ça c'est juste un tableau qui vous donne les principales, quelques caractéristiques. Donc, ça reprend les durées de fermentation, la période de maturation. On a relevé les températures moyennes à l'initiation de la fermentation, à la fin de fermentation et à la fin de la maturation. Et puis, puisque ça peut avoir une incidence sur l'évolution des flores. Et tous ces paramètres donc, qui ont été suivis et qui sont les résultats des analyses donc, qui ont été faites par le LabEO. Bon, je ne vais pas les détailler, c'est pour vous montrer qu'on a suivi la densité, les taux de sucre, le glycérol, le pH, le taux d'azote, etc. Et puis les principaux acides organiques qui sont intéressants à suivre comme marqueurs de la fermentation malolactique. Alors, si on regarde les dynamiques des populations microbiennes, donc ça c'est pour les cuves des producteurs A et B. Bon, alors je ne vais pas entrer trop dans le détail, mais ça nous permettait donc de suivre d'un point de vue quantitatif les flores et puis l'évolution de la densité qui était un marqueur de réalisation de la fermentation. Donc on a des disparités dans la fermentation, dans la vitesse de fermentation alcoolique, puisqu'ici on a la fermentation alcoolique qu'on peut considéré comme terminé autour de 7 à 8 semaines, alors qu'ici, on avait une fermentation alcoolique qui s'est terminée beaucoup plus rapidement. On a des évolutions de population de bactéries lactiques, population de levures, également ici les populations de levures qui sont en triangle ouvert, donc la population de levures qui chute au moment où la fermentation alcoolique se termine, et puis des populations de bactéries lactiques qui se maintiennent à peu près pendant toute la durée de la fermentation malolactique. Et on a suivi également le genre spécifiquement Eunococcus, qui est intéressant dans ce process de fermentation malolactique. Bon, pour le producteur C, on avait des évolutions un petit peu différentes. Donc, on a une certaine homogénéité des flores bactériennes et levuriennes tout au long du process. Et dans la cuve C2, alors là, par contre, on avait une évolution un petit peu différente. Notamment, on avait beaucoup de nocoques au départ et ensuite une chute. Et je vais y revenir plus tard sur les particularités des cuves du producteur C. Bon, chez le producteur D, donc bon, toujours le même
la même évolution globale, hein, avec donc la chute de la densité, le suivi des populations de levure, donc qui chute à la fin de la fermentation alcoolique, et sur la deuxième cuve. Alors, si on s'intéresse maintenant à ce qui se passe d'un point de vue qualitatif, alors on s'est intéressé à l'initiation de la fermentation, donc on a cherché à voir quels étaient les micro-organismes, les genres microbiens principalement présents à l'initiation de la fermentation et à la fin de la période de maturation. Donc ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en initiation de la fermentation, on avait beaucoup de bactéries qui étaient non identifiées, et on avait quelques lactobacilles, leuconostoc et quelques œnococcus, et qu'en fin de fermentation, donc, tout ce groupe de bactéries non identifiées a fortement diminué, et au profit sans surprise, hein, à la fin de la période de maturation, on avait beaucoup plus de bactéries qui étaient affiliées au genre œnocoque. Alors, les expériences de métagénétique, donc ça nous a permis de spécifiquement identifier certains genres ou certaines bactéries. Donc, on a fait ça donc, à l'initiation de la fermentation. Donc, ce diagramme, ça représente en fait les proportions des différents genres bactériens qui ont été mis en évidence dans les 6 cuves des producteurs qui sont suivis. Alors, on a pu mettre en évidence à l'initiation de la fermentation une diversité importante à l'initiation de la fermentation, puisqu'on a pu identifier 40 genres bactériens différents. Alors, j'ai souligné que quelques genres bactériens, notamment les genres acétobactères, gluconobactères, qui sont présents, donc des bactéries acétiques, hein, qui sont présentes en initiation de la fermentation. Le genre Pseudomonas également, qu'on a rencontré en proportion non négligeable. Des bactéries qui sont présentes en initiation de la fermentation, qui ne sont pas forcément souhaitables dans les produits cynalcool, hein, du genre par exemple Serratia. Alors, si on regarde ce qui se passe ensuite au deuxième point qui nous a intéressés, en fin de fermentation alcoolique, on constate qu'on a une érosion importante de la diversité entre l'initiation et la fin de fermentation, et qu'on a une majorité de bactéries lactiques qui sont prépondérantes, notamment les genres Lactobacillus et Œnococcus, avec une particularité chez le producteur C, donc on a une forte proportion du genre Serratia et la présence également de Zimomonas qui a été détectée dans les 2 cuves de ce producteur. Et en fin de maturation, eh bien, on a une faible variation de la composition bactérienne à partir en fin de maturation, hein, comparé au point précédent de fin de fermentation. Alors, on a essayé de regrouper un petit peu les cuves en fonction de cette composition bactérienne, et on voit bien que en fait, les cuves du producteur C2 ont un profil particulier d'un point de vue de leur composition bactérienne, et c'est caractérisé en fait par une proportion de bactéries lactiques moindre, avec une prépondérance du genre Serratia, donc qui n'est pas un genre intéressant pour la production de cidre, et la présence de Zimomonas mobilis, enfin Zimomonas en tout cas au genre qui n'est pas souhaité non plus. Alors, si on s'intéresse maintenant aux levures qui ont été... On a fait la même chose, en fait, aux différents points pour la flore levurienne. Donc, on a pu mettre en évidence 48 genres levuriens qui ont été retrouvés. On a principalement des non-Saccharomyces et Saccharomyces qui sont majoritaires en initiation de fermentation. Avec, par exemple, également, on peut noter une présence en forte proportion du genre Hanseníaspora, qui est une bactérie, enfin une levure oxydative, hein, qu'on rencontre classiquement en début de fermentation. Et puis d'autres levures oxydatives des genres Metsunikovia ou Pichia. Et chez certains producteurs, notamment le producteur C1, on avait déjà en initiation de fermentation une forte production de Saccharomyces. Alors, sans surprise, après la fin de fermentation, bien, la majeure partie des levures, ce sont des Saccharomyces, hein, avec une diminution importante des proportions des autres genres. Et on peut noter également la présence, la détection assez précoce du genre Deckera, en proportion parfois assez importante. Et en fin de fermentation, on a pu mettre en évidence qu'on retrouvait
quasiment exclusivement le genre Saccharomyces et le genre Deckera en proportion également importante puisqu'elle varie entre 19 et 59% des genres levuriens présents. Donc si on regarde la même chose, si on essaie de faire le regroupement des cuves en fonction de la flore levurienne, eh bien, on n'a pas pu mettre en évidence de différence entre les producteurs en fonction de la composition levurienne au niveau du genre. Par contre, ce sont des espèces de Saccharomyces et de Deckera qui permettent de différencier les profils entre les producteurs A et C et les producteurs B et D. Dans les producteurs A et C, on avait du Saccharomyces uvarum et Deckera anomala, et chez les producteurs B et D, on avait Saccharomyces cerevisiae et Deckera bruxellensis. Alors, une première synthèse sur ces résultats, donc ça constituait la première étude de diversité microbienne par une approche de métagénétique, donc ça a fait l'objet d'une publication qui est parue en 2021. Donc, on a pu mettre en évidence 48 genres bactériens et 40 genres bactériens et 48 genres fongiques. Les genres majoritairement mis en évidence sont similaires à ceux qui sont retrouvés par les approches culturales classiques sur des milieux de culture. On a pu mettre en évidence une dynamique des écosystèmes microbiens spécifiques du producteur. Et on a pu également mettre en évidence que la fermentation, la transformation malolactique a lieu en même temps que la fermentation alcoolique. Alors, par ailleurs, il y a seulement 2 paramètres physico-chimiques significatifs qu'on peut considérer comme significatifs sur les 15 analysés, c'est-à-dire la teneur en acide lactique et le pH. Donc, ça a renforcé l'intérêt qu'il y a à suivre les bactéries lactiques en combinaison avec le pH. Et donc, on a procédé à une nouvelle campagne d'échantillonnage en 2018. On a ajouté donc à notre schéma de protocole précédent, on a ajouté 2 nouveaux producteurs et 4 cuves. Et dans cette nouvelle approche, on a donc toujours suivi les paramètres physico-chimiques, mais on a inclus une analyse aromatique des microdistillats, puisqu'il y a eu des microdistillats qui ont été faits en fin de fermentation alcoolique et en fin de maturation. Et sur ces microdistillats, donc, il y a 45 arômes qui ont été analysés par le LabEO, comme l'a présenté Patrick précédemment, et on a également compléter l'approche de métagénétique sur ces nouveaux échantillons. Alors, globalement, je vais vous présenter les résultats, mais un peu plus rapidement, dans la mesure où les diversités et les dynamiques observées rejoignent en fait la première analyse. On a des nouveaux profils qui sont similaires à ceux des cuves C1 et C2, ce qui fait qu'en fait, ça met fin au caractère un petit peu exceptionnel qu'on avait pu constater chez le producteur C1. Et on a peu de bactéries lactiques et une grande proportion de Serratia pour les 4 nouvelles cuves analysées qui apparaissent ici en vert. Et puis pour les flores levuriennes, on a également pu mettre en évidence que Saccharomyces cerevisiae était majoritaire en période de fermentation, classiquement, et qu'on a une augmentation, là encore, de la proportion de levures appartenant au genre Deckera en fin de maturation. Donc on n'a pas identifié de nouveaux genres de levures ni de bactéries, mais on a pu mettre en évidence une nouvelle distribution des cuves associées aux genres et espèces microbiens. Donc si on regarde ces différentes cuves, on constate que les cuves se distinguent par leur proportion en Serratia, Zymomonas, Lactobacilles et les œnocoques, c'est-à-dire qu'on peut regrouper ces cuves ici qui sont caractérisées par des proportions plus élevées de Serratia, Lactobacilles, Zymomonas, un ensemble de cuves qui est caractérisé par une plus forte proportion de Serratia d'Eunococcus, et enfin des cuves qui sont caractérisées par des proportions plus élevées en bactéries lactiques, Lactobacilles et Eunococcus. Et s'agissant des levures, on a pu faire 3 groupes de cuves, des cuves qui sont caractérisées donc par une proportion importante de Saccharomyces uvarum et de Deckera anomala. On a des différences en fait au genre, à l'espèce. On n'a pas de différence au genre, mais on a des différences en fait à l'espèce, soit de Saccharomyces ou de Deckera. Ça a permis de faire 3 groupes de cuves. Alors, si on s'intéresse maintenant à la composition aromatique des cidres de distillation, et en essayant de la corréler à la composition bactérienne, les grandes lignes qu'on peut sortir,
c'est qu'on a dans ces cuves B, D1 et D2, on avait des teneurs plus élevées en hexanal 1, en éthyle 2, méthylbutérate et en lactate d'éthyle, et que d'un point de vue de la composition bactérienne, c'était corrélé à une proportion plus importante de bactéries lactiques et à une composition levurienne diverse. Et si on fait la même chose pour les microdistillats, donc on a pu faire plusieurs groupes, on a pu mettre en évidence des groupes où on avait, des cuves où il y avait une forte proportion d'acétaldéhyde qui était plutôt corrélée à la présence donc, de Serratia, Lactobacillus et Zymomonas. Alors, des cuves où on avait une plus grande richesse en ester qui était plutôt corrélée à la présence donc, de Serratia et de Nococcus pour les genres bactériens. Et puis, un groupe de cuves où on avait une plus grande diversité aromatique, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup plus d'ester, des alcools supérieurs, phénol volatile, mais également de l'acroléine et du lactate d'éthyle, et qui étaient corrélés donc à cette composition en bactéries, les genres Lactobacillus et Eunococcus. Donc, on a en fait les mêmes groupes entre la composition aromatique et la composition et les dynamiques microbiennes, et on a une plus grande complexité aromatique de ces cuves qui est en rapport avec une proportion de bactéries lactiques plus importante par rapport aux autres cuves. Ça nous a permis de dégager en fait des co-occurrences, à savoir que les co-occurrences entre bactéries et bactéries, donc on a pu mettre en évidence qu'on avait une bonne co-occurrence entre Eunococcus honi et Segondi Lactobacillus collinoides, qui est anciennement Lactobacillus collinoides, qui est une bactérie lactique qui est plutôt impliquée dans la production d'une molécule précurseur de l'acroléine. En ce qui concerne les co-occurrences bactéries-levures, on a pu mettre en évidence une bonne corrélation entre la présence de Nococcus honi, Saccharomyces cerevisiae et des espèces de Deckera, et Segondi Lactobacillus collinoides et d'autres espèces de levures, dont des levures non Saccharomyces. Et puis en ce qui concerne la corrélation micro-organisme-arôme, alors Eunococcus honi qui est corrélé ou associé à la présence de 12 composés aromatiques, Deckera, donc phénol volatile et acidité volatile, et Hanseníaspora pour l'isobutarate d'éthyle. Donc on n'a pas mis de co-occurrence entre on n'a pas mis en évidence de co-occurrence entre les espèces de Saccharomyces et les arômes étudiés, sauf l'acétate d'exyle et Saccharomyces cerevisiae. Donc, en bilan, pour la diversité d'arômes, on a pu mettre entre les diversités d'arômes, on a pu mettre en évidence une diversité à l'espèce pour les levures, Saccharomyces et Deckera, et reliées à des phénols volatiles et des esters. Une diversité au genre pour les bactéries, Serratia, Zymomonas, Lactobacillus, Eunococcus. Une forte correspondance donc, entre la diversité aromatique et la diversité bactérienne, et une plus grande complexité aromatique lorsque la transformation malolactique a eu lieu. Voilà, donc je remercie également tous les partenaires, les différents producteurs et les financeurs de ce projet. Merci Jean-Marie pour l'intervention. S'il y a des questions, je voulais faire une petite intervention, traduction rapide, si vous me permettez. Quand Jean-Marie Laplace parle de Deckera, en face, c'est Brettanomyces. Donc, c'est pour ça qu'il y a une relation avec les phénols volatiles. Ça fait des acides aussi, des acides volatiles, hein, c'est logique. Donc, on retrouve des choses que technologiquement, on peut expliquer. Et puis, quand, pour ceux qui se rappellent, Zymomonas mobilis, c'est une bactérie qui déclenche le framboisé. Donc, qui dit framboisé dit acétaldéhyde ou éthanal. C'est le même nom pour une molécule, c'est barbare. Donc, qui vous donne cette odeur, justement, en très grosse concentration, qui se rapproche un peu de la framboise. Enfin, voilà. Donc, du coup, maladie du framboisé. Ce qui explique aussi cette corrélation de vos bactéries Zymomonas avec des fortes concentrations en éthanal. On pourrait plus remettre le schéma. Mais voilà, c'est juste pour vous situer un petit peu, parce que c'est vrai que des fois, c'est pas toujours parlant de parler de Deckera, Brettanomyces, il faut faire la translation, quoi. Est-ce que vous avez des questions particulières sur cette partie microbiologique?
Est-ce qu'on peut relier donc ces différents groupes bactériaux et levuriens aux itinéraires techniques des cuves? Non, alors, à l'heure actuelle, non. Non, c'est trop compliqué. Par contre, ce qui est intéressant de voir, enfin pour moi, la traduction que j'en fais quand je vois les résultats, tu peux remettre, juste celui. Alors oui, alors là c'était la relation Zymomonas et après il y avait un graphique avec l'acétaldéhyde. C'était surtout si on revient sur les levures, Jean-Marie, là où il y a l'évolution au cours du temps. Voilà. Vous voyez Saccharomyces, bah, c'est logique, hein, fermentation, qui dit fermentation, bah, c'est Saccharomyces qui fait la fermentation. Donc logiquement, on voit l'apparition de ces levures. Donc là, c'était la corrélation. Si tu reviens en arrière sur les autres, tu sais où tu as tes barres colorées? Je me permets de parler un peu. Voilà, sur ces aspects-là, donc vous voyez effectivement Saccharomyces qui prend le dessus, ça c'est la logique du procédé, hein, de fermentation. Saccharomyces prend le dessus, c'est elle qui va prendre les nutriments, qui occupe le terrain. Donc logiquement, on voit sa prédominance. Ensuite, ce qui est en violet, donc Deckera Brettanomyces égale Brettanomyces, c'est des choses qu'on sait aussi qui se passent couramment, hein, dans les cidres, notamment les cidres de distillation, puisque souvent, vous avez, la plupart du temps, même je pense, vous n'avez pas de contrôle de température. Cette levure-là, c'est le cauchemar en fait, hein, du cidrier, c'est le cauchemar des gens qui font du vin également. Et si vous n'avez pas de contrôle de température, Brettanomyces, elle adore. Elle attend le moment opportun, elle est là, elle est dans le milieu. Et dès que Saccharomyces va commencer à perdre de l'efficacité, on va dire, eh ben, Brettanomyces, elle prend le dessus. C'est une levure qui a besoin de très peu de nutriments, donc très peu de sucre, très peu d'azote pour se multiplier. Et donc voilà, c'est la logique un petit peu aussi de ce que l'on voit classiquement, quoi. Voilà, pour répondre. Après, on reviendra peut-être un peu. J'ai des exposés un petit peu sur ces aspects-là. J'expliquerai 2-3 trucs sur ce qu'on peut essayer de mettre en place pour contrer le développement de Brett. Mais voilà, sachez que si vous n'avez pas de contrôle de température, dès que vous passez au-dessus de 10, 14, 15, elle adore. Elle adore. Mais on n'a pas mis en évidence effectivement de lien avec l'itinéraire technologique des cuves, quoi. D'autant qu'on avait des cuves assez disparates en fait. Disons que le design expérimental n'était pas fait pour ça, malheureusement, on va dire. Pour vraiment faire ça, il aurait fallu un nombre de cuves faramineux. Vous avez déjà vu dans l'exposé de Patrick le nombre d'analyses que ça a généré, hein, derrière, c'était énorme. Donc on a pris le parti finalement de ne suivre entre guillemets que 10 cuves qu'on a répétées après dans des conditions un peu plus contrôlées à la RAC. Mais on n'a pas pu faire autrement, quoi. Voilà, c'est ce qui serait intéressant, c'est vraiment d'aller se dire voilà, j'ai un process particulier et je le suis de A à Z versus un autre process. On est plus dans des comparaisons de procédés à ce moment-là. Et là, on aurait pu faire des choses. Après, on vous montrera quelques essais qu'on a fait sur des raisonnements un peu particuliers, hein, sur l'utilisation de levure qui peuvent éventuellement donner des idées après sur des procédés à essayer d'utiliser, quoi. Et oui, là, je n'ai présenté que les cuves qui étaient chez les producteurs. On avait effectivement un réplicage à la RAC dans des conditions un peu contrôlées. Et en fait, on a obtenu la même chose. Et après, donc, ce qui était aussi intéressant, c'était par rapport au genre bactérien, parce que là, moi, je parle plutôt levure, parce que c'est plus ce qui m'intéresse, moi, dans notre vie de tous les jours. Mais on commence à s'intéresser beaucoup aux bactéries, hein, effectivement. Et ce qu'on voit, c'est Lactobacillus. Bon, voilà, quand vous avez Lactobacillus, pas mal de défauts aussi, et notamment l'acroline. Et donc, alors pour l'instant, on en reparlera sûrement après, hein, il y a une petite partie sur l'acroline. Mais effectivement, cette bactérie-là, elle pose problème aussi par rapport à des évolutions négatives, des piqûres acrolytiques, piqûres lactiques notamment. Et ça, c'était visible effectivement dans ce qu'a présenté Jean-Marie. On voit au niveau des analyses, hein, vous avez vu sur certains aspects, de l'acroléine en lien avec des lactobacillus. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Parce que moi, je parle. Après, quand je commence à être lancé, je suis lancé. Mais est-ce que vous avez d'autres questions sur ces aspects
suivi de levure, suivi de bactéries. Est-ce que ça vous fait réagir ou pas? Et sinon, on remercie Jean-Marie encore. Oui. J'ai une question. Est-ce que ça a un lien avec la composition des cuves, que ce soit de l'inox, de la fibre, du bois? Alors, comme on disait, on n'a pas fait vraiment de lien sur les aspects technologiques. Par contre, on n'a pas de lien évident, on va dire. Mais par contre, ce qui semblerait par rapport à ces aspects Brettanomyces et bactéries lactiques, on en a discuté avec mes collègues de BNIC hier, parce qu'on s'est fait une petite réunion avant qu'ils viennent ici. C'est souvent lié, enfin, pour moi, c'est lié à des aspects de nettoyage de vos cuves, voilà, on relie ça avec du nettoyage des infections, enfin, donc là, avec de l'état sanitaire des ateliers. Donc, c'est des micro-organismes de contamination. Donc, pour essayer de s'en débarrasser, la meilleure solution, en tout cas, on ne peut pas le faire si on ne passe pas par cette étape, de progresser sur ces aspects de nettoyage des infections. Donc, on travaille, nous, en ce moment, sur ces aspects-là. Voilà, on a commencé à faire des journées. Peut-être que certains dans la salle ont assisté. On a commencé à faire des journées de formation pour essayer de vous aider dans les moyens de nettoyage des infections. Oui, Ludovic était là, une journée, par exemple. Non, mais voilà, on essaye de vous faire progresser sur ces aspects-là, qui sont des aspects contraignants, on le sait, qui, dans la journée de fabrication, peuvent apporter justement un peu de temps en plus. Donc, on essaie de vous apporter des éléments pour simplifier ces éléments-là. Mais nous semble-t-il, et c'est en tout cas en discutant avec nos collègues de Cognac, qui avaient dans le temps des problèmes d'acroléine, des problèmes d'acétaldétyle, de différentes choses. La plupart de ces problèmes ont été réglés par de l'amélioration de l'hygiène. Il n'y a plus d'acroléine dans le Cognac, par exemple. Voilà. Je pense que, Hugues, pour ajouter aussi à la partie hygiène en atelier, il y a aussi la partie qualité des fruits qui est importante aussi. Dans ce qu'a présenté Jérôme, il y a peut-être un retour, c'est un peu gênant. Non, ça va. Dans ce qu'a présenté Jérôme, on voyait par exemple une cuve qui faisait sa malo avant de démarrer sa fermentation, quoi. En fait, on a vu la fermentation la masolémie qui traînait à démarrer, a chuté, et beaucoup de bactéries lactiques. Donc là, on a vraiment, c'est vraiment, bon, il faisait peut-être chaud à ce moment-là, mais c'est vraiment lié à la qualité des fruits aussi. Hein. Donc il y a vraiment le couple qui est important, qualité des fruits et hygiène en atelier, quoi. Et on reviendra un peu cet après-midi aussi, peut-être sur des réflexions. Bon, ça, on en discutera cet après-midi, mais sur des itinéraires technologiques cidre distillé. Peut-être des choses à penser aussi. Là, Jean-Luc et Arnaud, tu disais qu'il y a un aspect terroir, surtout proportion de variété acidulée. C'est vrai que si on est sur des mots acides, on va limiter cette évolution bactérienne. Dans les groupes, vous n'avez pas vu non plus de corrélation avec le terroir où étaient fait les cuves non plus? Non. Pas avec les cuves, non. Donc les exploitations étaient assez réparties dans le territoire normand. Oui, c'était. Et donc on voit aussi, enfin, voilà, dans les évolutions qu'on voit, là c'est des cuves qui viennent de droite et de gauche. Hein. Donc la première année, la cuve qui était, enfin, le producteur qui était tout seul. La deuxième année, les deux autres producteurs qui sont venus se rejoindre au C, là, ils n'étaient pas de la même région, c'était pas. Et ben, ils sont de la Normandie. C'est normand. Non, mais c'est normand, mais c'est plus éclaté, pardon. Oui. Non, d'un point de vue géographique, non. Non, c'est aussi bien sur des grosses cuves que des petites cuves, que voilà. Après, effectivement, alors par rapport à ce que disait Rémi, pourrait préciser par mémoire, enfin de mémoire aussi, pour avoir suivi pas mal de choses. Sur les cuves où la malo était vite faite, ou si vous voyez que Saccharomyces était vite présent, en fait, probablement que la fermentation était très rapidement démarrée, des températures assez clémentes, et puis des tailles de cuves. En fait, nous, on est venu collecter, enfin, mes collègues, parce que moi, j'ai pas fait des collectes, mais mes collègues sont allés faire des collectes de cidre. Quand vous avez une grosse cuve qu'il faut prendre un certain nombre de temps à remplir, la fermentation, elle part très vite, quoi. Donc, si nous, on vient le lendemain, la fermentation, elle a pu déjà démarrer, qui peut expliquer justement de la présence de Saccharomyces en grosse proportion dès le départ. Donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas forcément pu maîtriser parce qu'il y avait des tailles différentes de cuves. Mais du coup, ce que vous voyez, c'est que les évolutions sont pas fonction de cette taille. C'est voilà.
Ce que vous a montré aussi Jean-Marie sur les températures, voilà, il n'y avait pas de spécificité. C'est assez homogène. Ouais, c'est assez homogène. On n'a pas vu de choses qui se dégageaient. En tout cas, par contre, on sait que sur certains micro-organismes, quand vous avez des températures basses, vous allez limiter leur développement. Ça, c'est connu, c'est su, comme Brettanomyces par exemple. Ça, c'est un moyen de maîtriser un peu plus Brettanomyces. On a des levures qui savent travailler à basse température, hein, les Saccharomyces suvarum. Brettanomyces, en dessous de 8 degrés, alors voilà, ça demande des températures assez basses, mais en dessous de 8 degrés, elle commence à patiner, par contre, Brettanomyces. Après, en complément, toujours sur l'aspect microbio, ce qu'a présenté Jérôme, effectivement, c'est des choses qu'on retrouve assez classiquement, là. Jérôme, Patrick Jean-Marie. Jean-Marie, ouais, excuse-moi. C'est commencé par un J. Donc on voit là sur la partie gauche qui est alors l'initiation ou démarrage, le premier prélèvement avant la fermentation alcoolique. On voit des souches qu'on connaît classiquement. Là, Enseniaspora, c'est la bleue. Vous voyez qu'elle est assez présente. C'est une levure qui est là au démarrage de fermentation et qui après, en cours de fermentation, ne tient pas la quantité d'alcool. Et puis on voit aussi les vertes là. Alors c'est un vert plus clair, Mechnikovia là, qui est un nom un peu barbare. C'est vrai que celle-là aussi on la retrouve, elle est plutôt liée à la flore de levure qu'il y a sur les fruits. Donc c'est vraiment une entrée de flore liée aux fruits et c'est une levure qui, dès que la fermentation démarre, dès qu'il n'y a plus d'oxygène, elle ne survit pas, quoi. Donc on retrouve des successions habituelles. Après, comme disait Hugues, ça met bien en évidence l'aspect de contamination par Brettanomyces, la violette d'Ekera, qui est quand même présent chez quasiment tout le monde. Il y a peut-être le F, là, où c'est relativement un faible développement, donc c'est plutôt intéressant. Et voilà, donc c'est vraiment une levure qui devient très majoritaire, quoi. Pardon ? Non, enfin, on pourrait rechercher éventuellement, je ne l'ai pas là en tête, mais je ne sais pas s'il y a quelque chose de particulier sur F, je n'ai plus de mémoire là-dessus. Il faudrait qu'on regarde effectivement dans les fichiers, mais et redemander peut-être au producteur ce qu'il a fait de particulier, s'il y a alors des variétés peut-être un peu plus acidulées, est-ce qu'il a fait un effort nettoyage un peu plus important, enfin voilà, il y a pas mal de choses. On l'a vu, hein, je reviendrai sur des essais, mais vraiment, dès qu'on fait l'effort de nettoyer, on baisse largement la charge microbiologique. Il y a encore une question là. Est-ce qu'il s'agit de sites qui ont été soutirés, qui ont fait de la défécation, ou qui sont restés sur leur lit, soit des lits lourds, soit des lits légères? Alors, non, c'est pas des sites qui ont été soutirés, je pense pas, non. Voilà, parce que après, ça dépend justement ce qu'on disait tout à l'heure de la qualité de la matière première des fruits. Donc, je ne sais pas si en faisant déféquer des sites de distillation ou au moins en les soutirant une fois que la fermentation a été terminée, on ne peut pas justement améliorer un peu la qualité microbienne, quoi. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Il y a pas mal de choses qu'on veut regarder sur ces aspects-là. On y reviendra aussi un petit peu cet après-midi sur les aspects fermentation sur lit, distillation sur lit, les bourbes, les effets, enfin voilà. Parce que ça peut avoir des effets effectivement sur la génération de certains composés volatiles. Bon, on se pose des questions, et j'en reparlerai un petit peu cet après-midi sur des aspects justement liés à des défauts. Mais voilà, on n'a pas pu tout étudier malheureusement dans ce projet. On a décortiqué beaucoup de choses, mais on n'a pas pu tout faire. Donc il y aura encore des questions effectivement malheureusement derrière, mais voilà, on en reparlera un peu cet après-midi, je pense. Oui, Claudie Roulant du BNIC, on discutait donc hier, je me souviens plus ce que tu disais sur les niveaux de pH, notamment dans toutes ces cuves, la pH initiale, c'était dans quelle gamme en fait? Tu les as là, les pH initiaux. On est relativement élevé, notamment je pense que ceux qui ont fait Zimomonas, c'était de toute façon au-dessus de 3,7 ou 3,8 probablement. C'était les C, je crois. C'était les C, voilà. C'était les C. On peut regarder ça, effectivement, rapidement. Mais voilà. pH, ouais, plutôt même vers 4, quoi. Ah oui, c'est ça. Ouais. On est assez élevé. C1, C2, 4,7 et 3,96. Donc, on est dans des zones de pH
qui sont très problématiques pour zimomonas. Ça, c'est des études qui ont été faites il y a longtemps déjà à l'IFPC, hein, où on sait que les niveaux d'azote, la température, le pH sont des facteurs qui nous permettent de savoir dans quelle zone de danger on est par rapport à Zimomonas mobilis, par exemple. Donc là, pH aux alentours de 4, on est dans une zone à risque certaine, quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est un facteur majeur de diversité bactérienne, de l'expression des bactéries, etc. Et que par rapport au cognac, c'est aussi ce qui fait la différence, parce que nous, on est à des pH de 3,2, 3,3. Et naturellement, les bactéries, elles ont quand même beaucoup plus de difficultés à se développer. Complètement. Ouais. Et même les malots, là, ce qui est surprenant, c'est qu'elles se font quasi, j'ai l'impression, dans ce que j'ai vu, oui, en même temps que l'AFA. Simultanément. Oui. Alors que nous, naturellement, les malots se font après la fermentation alcoolique. Et on a tous les cas de figure en site, c'est ça qui est compliqué à maîtriser. On peut avoir donc les malots qui sont très précocement, qui démarrent avec les fermentations. Brettanomyces qui démarre très rapidement aussi. Enfin voilà, on a pas mal d'événements microbiologiques qui peuvent se passer très rapidement, donc du fait des pH, effectivement, comme je disais, ça écarte la diversité. Et puis quand on est sur des températures qui ont été notées, voilà, ça dépend des moments. Hein, pourtant on était en octobre-novembre, mais on a eu des saisons où ça repart, hein, ça remonte, les températures changent, et ça va impacter aussi la diversité microbienne. Nous, effectivement, même à des niveaux de pH bien plus bas, donc beaucoup plus d'acidité, c'est vrai que les années où on a des problèmes, comme ce millésime, c'est de piqûres lactiques, par exemple, liées à des développements trop précoces de nos Coccusoni, c'est lié aux années où les pH sont plus élevés. Enfin, c'est un facteur de risque, déjà pour nous, à des niveaux de pH plus bas. Donc, j'imagine que oui, ça complexifie beaucoup la maîtrise de ce niveau de pH que vous avez. Ouais. Ouais. C'est pour ça qu'il faut relativiser tout ça. C'est vrai que c'est très compliqué de maîtriser un cidre et de faire on est conscient que c'est très difficile de faire un bon cidre, de bien le maîtriser, de maîtriser tous ces éléments-là par rapport à nos contraintes. Bon, là, on garde pas de sucre parce que c'est des sites de distillation, mais sur le site de consommation, on a aussi la concentration en sucre résiduel qui pose aussi problème après, quoi. Donc là, bon, ça se pose pas ici, mais voilà. Et dans tous ces essais, il n'y a pas de sulfitage ? Non, pareil, là c'est interdit, comme vous. Oui, parce que c'est pour les calvas, du coup. C'est pour le site de distillation, donc on est dans les mêmes conditions que vous, pas plus de 40.